merci de prendre du plaisir à suivre Eden Télévision. Eh bien, vous y êtes justement pour suivre Dimanche Politique. Ce numéro de votre émission intervient au lendemain de la célébration des 60 ans de la cession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. Et en prélude à cet événement, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, s'est adressé à la nation à la veille. Et puisque l'indépendance et le discours du chef de l'État ne constitueront pas seuls le menu de cette émission, eh bien, nous remonterons aussi à quelques jours plus tôt pour vous parler justement, pour vous permettre d'apprécier ce qui convient d'être appelé le plus grand ensemble politique de l'opposition. Je veux nommer les démocrates. De quoi cela retourne et comment un politique ordinaire l'appréhende-t-il? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Et pour faire l'exercice avec nous dans cette édition de Dimanche Politique, eh bien, c'est un membre fondateur du parti Union Progressiste. Il est ancien militant d'une autre force politique dénommée Alternative Citoyenne. Géraldo Ouécha, c'est son nom. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, les principes sur Dimanche Politique sont tout autres que les autres tribunes sur les autres chaînes sœurs. Nous allons maintenant apprendre à vous connaître, à vous découvrir. Et cet exercice, c'est vous qui le faites. Qui est Géraldo Ouécha? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Géraldo Ouécha, pour me présenter, est un juriste de formation, titulaire d'un master recherche en droit et institution judiciaire. Aujourd'hui en fonction à l'enseignement supérieur où je dirige la cellule juridique. Il faut dire que dans un passé très récent, j'ai été membre du parti Alternative Citoyenne où j'ai milité auprès de beaucoup d'aînés pour apprendre le leadership politique. Joseph Diogbenou, bien sûr. Ardenne Aladati, bien sûr, des aînés et bien d'autres. Bien sûr, des aînés qu'on remarque ici. Au-delà de ça, j'ai eu à faire tout mon parcours scolaire pour ce qui est du secondaire à Abomey, au CG Abomey, le supérieur à l'UAC, où étant déjà un peu touché par le militantisme, j'avais milité au sein du BUE FADESP en 2007-2008, où j'étais chef d'état-major BUE. Au-delà de ça, j'ai été élu après secrétaire administratif de l'organe de contrôle de l'UDSP en 2008-2009. C'est bien après ça qu'on a commencé le parcours politique auprès de certains hommes politiques du pays à l'époque, dont le professeur Tabanou Victor, avec qui on a fait le FUR et le PUR. Puis, ayant senti le leadership que nous avons toujours... la rupture? Non, bien avant la rupture, bien sûr, puisque nous avons créé le parti AC en 2014, vous vous en souvenez. Donc, ayant eu, je dirais, la vision, bien partager la vision du professeur de Gounon à l'époque qui nous avait montré le chemin à suivre en tant que jeunes. Nous avons adhéré à ce parti et ça nous a conduit aujourd'hui à l'Union Progressiste où nous sommes fiers d'être. Très bien. Union Progressiste où vous êtes fiers d'être, mais pourquoi ce choix? Pourquoi en griffe, vous me le concédez, le jeune Géraldo Ouécha a-t-il fait le choix du militantisme? Parce que, vous savez, la chose politique, si vous ne la faites pas, elle vous fera. Ah oui? Oui. Et lorsque tu es jeune et que tu as des ambitions pour ton pays, tu te dois de prendre part aux débats et aux discussions qui se font pour ton pays. Ce qui est fait sans vous est fait contre vous, dit-on souvent. Oui. Donc, c'est ce qui nous a motivés à entrer en politique, prendre les responsabilités qu'il nous faut, vendre notre pays selon notre approche et au-delà, nous avons des ambitions politiques personnelles aussi, bien sûr. Ah oui. Ouais. Vous l'avez dit, vous avez des ambitions personnelles et si ce n'est pas faire preuve d'indiscrétion, on aimerait bien que vous leviez un coin de voile sur ces ambitions personnelles. Vous savez, devenir député, ministre, président, qui sait?
Député, ministre, pourquoi pas? Mais je préfère d'abord commencer par le bas niveau, donc la mairie et la communale. Ah oui. Monsieur, il faut apprendre à administrer pour pouvoir viser plus loin. Et l'école militantisme que nous apprenons aujourd'hui nous oblige à faire des étapes en politique. C'est ce qui est célébré au niveau de nos progressistes. Ah oui, c'est bien de faire la marche qu'il faut pour ne pas opter pour le principe des arrivistes. Voilà. Oui, il faut faire l'école, il faut faire le chemin comme on le dit. Géraldo Ouécha, on va ouvrir à proprement parler maintenant cette émission, ce numéro de Dimanche Politique avec un extrait du discours du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Vous l'avez suivi hier en prime time sur toutes les chaînes nationales, sur la chaîne nationale et toutes les chaînes privées, je veux dire. On va vous proposer à nouveau un petit extrait. On reviendra pour lire dans les lignes ce discours. De regretter mémoire que sont messieurs Hubert Koutoukou Maga, Christophe Soglo, Sourou Migan Apiti, Justin Tometin Aomadegbe, Taïrou Kongaku, Maurice Kwandete, Alphonse Allé, Émile Derlin Zinsou, Paul-Émile De Souza et Mathieu Kérékou. J'adresse la même reconnaissance à ceux d'entre eux que nous avons encore la grâce de côtoyer, leur Excellence, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniyayi. C'est avec une reconnaissance tout aussi appuyée que je salue toutes celles et ceux, artisans, paysans, commerçants, salariés du secteur public comme du secteur privé, religieux ou acteurs politiques qui, sous la lumière des projecteurs ou dans l'ombre, contribuent à cette œuvre passionnante et honorable. Mes chers compatriotes, les hésitations qui souvent nous habitent, les erreurs qui caractérisent parfois nos choix, la crainte du changement qui nous cantonne quelquefois dans les acquis éphémères et insuffisants, ne doivent nullement nous stigmatiser et nous faire douter de notre capacité à nous développer nous aussi. Les expériences que notre cheminement nous a permis d'accumuler doivent plutôt constituer la rampe de lancement vers ce développement certain et durable dont nous rêvons depuis 60 ans. Pour ce faire, nous devons assumer notre devoir d'inventaire avec lucidité pour surmonter avec courage et responsabilité les difficultés de parcours. En effet, pour assurer son développement, notre nation ne saurait se permettre pour longtemps la répétition d'erreurs ni la persistance de choix qui se révèlent inefficaces, voire nuisibles à son devenir. C'est le sens des réformes majeures que le gouvernement met en œuvre depuis bientôt 5 ans avec votre précieux soutien. Les résultats déjà perceptibles, de plus en plus appréciés et salués à l'international, traduisent la pertinence de l'option en faveur d'une vision claire pour le développement de notre pays et d'une gouvernance rigoureuse dans tous les secteurs, débarrassés de la corruption, des détournements et de la prévarication. C'est ce qui a permis à notre pays, dans le cadre de l'évaluation par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales en 2020, d'être classé 2e du continent africain en matière de gestion économique. Avant cela, en 2019, le Bénin a été classé 1er des pays francophones d'Afrique en matière de transparence budgétaire par une structure internationale d'enquête, partenaire de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE. Cette rigueur dans la gouvernance, associée aux efforts de chacun, a permis à notre pays, depuis le début de cette année, de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète et de quitter la catégorie des pays à faible revenu pour intégrer le groupe des pays à revenus intermédiaires. Ces résultats renforcent notre conviction que le sous-développement n'est pas une fatalité dont ne peuvent se soustraire les peuples d'Afrique. Ils nous rassurent davantage que la pauvreté et la misère peuvent être éradiquées quand le travail devient une valeur et constitue la véritable source de revenus, qu'en anticipation, l'organisation, la méthode et la rigueur caractérisent la gouvernance et quand chacun répond de son action devant la loi. Mes chers compatriotes, en ces moments solennels, je me dois encore de remercier et de féliciter chacune et chacun de vous d'avoir consenti des efforts parfois difficiles et accepté quelquefois de renoncer à certains avantages
pour permettre la mise en œuvre efficace de cette politique de rigueur nécessaire au développement de notre pays et à son rayonnement. Eh bien, merci à Igor Rontonji qui nous a permis de revivre ce bel extrait du discours du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon à cette veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance. Nous en sommes déjà au lendemain, bien évidemment, ce dimanche. Géraldo Weah, dites-moi, comment appréciez-vous cette adresse du chef de l'État à la nation? Alors, j'ai suivi avec attention le discours du chef de l'État et je peux vous dire que mes impressions sont bonnes, en ce sens que c'est un discours bilan, bilan des 4 ans de la rupture. Très concis. Très concis et précis. Et au-delà, un discours plein d'humilité, puisqu'il a rendu hommage à ses présidents. Oui, une révérence. Ceux qui ne sont plus avec nous aujourd'hui et ceux qui sont encore là. Et mieux encore, il a fait cas de ce que nous traversons et ça montre qu'il est à l'écoute du peuple. Il connaît ce que nous vivons. Et mieux encore, il nous a invités à continuer dans cette dynamique avec lui pour que le résultat des 5 ans soit plus que positif. C'est ce que je retiens de ce discours, que je salue encore au passage. C'est vrai que au regard de la rigueur, de la fermeté du chef de l'État Patrice Talon, on a tendance à croire qu'il peut lui arriver de manquer d'humilité, mais ce discours vient nous rassurer davantage sur le fait, sur ce respect vis-à-vis, sur cette reconnaissance du droit d'aînesse qu'il a marqué à travers ce discours. Vous l'avez si bien dit. Il n'a pas manqué aussi de rappeler les prouesses de la nation sur le plan économique. Alors, Géraldo Weah, vous avez suivi sur Eden TV et sur autre chaîne la célébration, la sobre célébration de cette fête, de cet anniversaire, j'allais dire, de l'indépendance du Bénin. Alors, votre avis, votre lecture, votre appréciation? Alors, avant de venir à la célébration de l'indépendance, oui, et proprement dite, permettez-moi de dire que si on fait aujourd'hui un bilan de 4 ans... Oui, on va en venir au bilan, rassurez-vous. On y vient. Alors, ok. Si cela est alors pour revenir à la célébration... À la sobriété de la fête. Il faut dire même que, à part 2020, que depuis 2016 que le régime là est là, nous avons toujours une célébration, même si elle était très très authentique et très très innovante, toujours sobre. Toujours, on a eu une réduction des charges de l'État par rapport toujours à l'organisation des fêtes d'indépendance. Cette fois-ci, ça s'inscrit surtout dans le cadre de notre pandémie actuelle que nous vivons tous. La crise sanitaire. La crise sanitaire qui s'impose. Générée par le coronavirus. Voilà. Donc les mesures barrières obligeant, j'ai déjà choisi cette manière de se célébrer cette année. Mais une sobriété, je dirais encore très esthétique. Ah oui? Oui. Puisque nous avons eu droit à une découverte de l'enceinte de la Marina, notre maison commune. La rénovation du palais de la présidence. Voilà. Et donc, sobre, oui, mais très beau. Avec une touche majestueuse. Bien sûr. L'homme a du goût. Et on le savait, et on a encore maintenant la preuve aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est vrai que de l'extérieur, on constate quand même qu'il y a des débuts de chantier. Mais ce 1er août, la chaîne nationale nous a permis de constater, d'apprécier ce qui se fait à l'intérieur. Et vous l'avez dit, le chef de l'État a du goût, pour reprendre vos mots. Alors, on en vient maintenant, avant d'en venir au bilan, rassurez-vous, avant d'en venir au bilan, les 60 ans maintenant, les 60 ans de l'indépendance du Bénin. Comment le jeune leader politique que vous êtes les lit? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, moi, je résume l'histoire politique du Bénin en 3 temps. Notamment les 60 ans en 3 temps, à savoir le temps de l'instabilité politique qui a couru de 60 à 72, 73 par là. Oui. Le temps du régime militaro-massiste et le temps de la démocratie. Vous savez, pour résumer les 2 premiers temps, à savoir le temps de l'instabilité politique et le temps du régime militaro-massiste, c'était des périodes qui ont été, je dirais, très mouvementées.
beaucoup de coups d'État, on en a dénombré au moins 8, donc dont 7 militaires et 1 civil. Beaucoup de gouvernance sans plan de gouvernance, sans programme d'action. Et prenez le cas des pays où il y a une instabilité politique, vous ne verrez jamais un développement accru. C'est deux choses opposées. Du moment où il n'y a pas une vision politique constante, il n'y a pas une stabilité constante dans un pays donné. Autrement dit, le développement est gage la stabilité est gage de développement. Bien sûr que oui. C'est ça qui nous a manqué dans ces deux périodes-là. Et maintenant, pour revenir à la période démocratique, celle de notre époque, celle que nous avons connue, je l'ai subdivisée en 2 parties. Encore. Bien sûr. Il y a la période de 90 à 2016, Oui. où nous avons connu, si je ne me trompe pas, 3 présidents. Ah oui. Je nomme le président Nicolas Sogo, le feu général Fekou qui est revenu encore, et le président Boniaï. Il faut avouer que ces 3 présidents ont contribué énormément à bâtir, Chacun de leur manière. chacun de manière, le Bénin dans l'idée de faire du Bénin une nation. Mais on a vu la manière dont le président Sogo a été éjecté, étant réformateur. On a vu Non, le président... il n'a pas été éjecté. Bon, vous savez, tel qu'il avait pris la gestion du pays... Il a perdu les élections. Bon, c'est Et on l'a constaté, il a perdu les élections, donc on ne l'a pas éjecté. Oui, mais Il serait resté, il aurait rempli s'il a pu se faire réélire. il aurait pu se faire réélire si ce qu'il a fait comme réforme n'avait pas touché l'intérêt des politiques. Puisque le monsieur avait commencé à travailler. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui encore. Un développement à la base qui vise l'intérêt général n'est pas souvent bien vu par les politiques. Avouons-le. Et donc, on a vu le régime du président Sogo, qui a été juste d'une courte durée, avec tout le travail abattu à l'époque. Le président qui est revenu, lui qui avait été décrié pendant la période révolutionnaire, lui qui avait été même, je dirais, hué dans les rues de Cotonou, on l'a ramené. Et puis, on est allé dans une sorte de recommencement. La corruption a pris Non, le c'est une dessus. vieille propension que nous observons au niveau des citoyens béninois que nous sommes. C'est ça, On justement. a dû au départ. Et au thème du mandat, eh bien, les présidents sont décriés. C'est ça. Enfin, quitte à être célébrés plus quelques mois ou quelques semaines après le mandat, justement. Voilà. Et donc, après tous ces 2 régimes, nous avons le régime du président Boniaï, avec le changement, où nous avons assisté à la marche contre la corruption, la marche faite, mais qui nous a laissé perplexes, puisque au soir du bilan de ce régime, les scandales sont nombreux en termes de traces de corruption laissées. Et on a vu la révolution aussi qui est passée. Mais aujourd'hui, on allait vers la rupture. Et c'est là où je reviens à mon deuxième temps dans le temps de la démocratie, où vous pouvez constater que depuis 2016, qu'il y a une volonté manifeste qui se fait, qui se traduit pour élever ce pays au rang des nations. Et même dans le discours du chef d'État, il a rappelé. Cette volonté n'a pas manqué au chef de l'État précédent non plus. Oui, mais L'essentiel est de pouvoir tenir. c'est ça. Pouvoir Dans le résister face à la machine politique. C'est ça. Et c'est là où ce régime est affaissé, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, des réformes qui ont été menées dans tous les secteurs, que ce soit au plan politique, au plan institutionnel, au plan administratif. Et je vous assure que des intérêts ont été touchés. Et malgré ces intérêts touchés, le chef d'État a tenu bon. Et aujourd'hui, les résultats sont là, c'est perceptible. Aujourd'hui, le Béninois lambda peut se sentir en sécurité. Le Béninois lambda, qui n'est pas forcément politique, peut sortir de chez lui, sécurité de voies bien éclairées et bien faites, et évoluer. On a travaillé, et c'est ce que j'ai compris, pour l'intérêt général, et non pour l'intérêt personnel des politiques. Et donc, pour moi, les 60 ans que nous fêtons aujourd'hui sont inscrits dans une logique d'espoir, Oui. d'espoir pour la suite et la continuité. Voilà. Revenons au bilan. Vous avez semblé peindre tout en très belles couleurs. Très belles couleurs. Il y a eu des rues réhabilitées, pour ne pas citer l'asphaltage et autres. Vous avez distingué aussi la sécurité. Mais suffit-il de se sentir en sécurité, de pouvoir conduire sur de jolis axes routiers pour se sentir béninois, pour être fier de cette nation?
Vous savez, pour ne pas vous rappeler justement les restrictions des libertés, les droits de grève, la loi sur l'embauche qui a été revue et qui fait la part belle maintenant aux employeurs au détriment de l'employé, pour ne citer que ceux-là. Vous savez, pour revenir sur ces réformes-là par exemple, dans quel pays un citoyen, fonctionnaire de l'État, et un prêté serment peut aller en grève pour des primes? La rémunération du travail fait, c'est le salaire. On ne manque pas de payer le salaire, mais les gens vont en grève pour des primes. Et le service de santé en a souffert. On a eu des mois dans les hôpitaux parce qu'il y avait des médecins en grève pour raison de primes. Oui, mais si les dispositions légales, si les tests de la République le reconnaissent, disposent de ce qu'il faut... Mais c'est là où il faut féliciter le régime actuel. Puisque pendant longtemps, on a fonctionné sur des revendications liées aux primes et on satisfait et on continue. On ne voit pas la base qui est le salaire réel de l'employé. Vous convenez avec moi que le maçon ne quitte pas la rue pour aller réclamer une prime au CNHU. Il n'y a que l'employé reconnu du CNHU, pour ne prendre que l'exemple du CNHU, bien évidemment. Alors, donc ça vous dit qu'ils ne font que réclamer ce qui leur revient de droit. Non, mais les primes ne sont pas dues de droit. Les primes, c'est une reconnaissance du travail fait au-delà de ce que vous devez faire. Ce n'est pas non plus un bonus, ce n'est pas non plus pour leur faire plaisir. Non, justement. Les primes ont été instituées. Non, justement. Et c'est ça qu'on a vécu pendant longtemps, où lorsque une corporation se sent un peu lésée, on va en grève, on bloque tout fonctionnement administratif, le pays est paralysé, et c'est des manques à gagner pour l'État, et au même moment, on demande encore un retour de l'argent. Je suis désolé, mais ça a trop fait. Et c'est là où moi, personnellement, je félicite le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est vrai que les différents tests par rapport aux agents de l'État sont en cours de relecture et tout, mais aujourd'hui, on a un service public continu, qui est un des principes phares de l'administration publique. Oui. Où le citoyen, lambda... Oui, mais le citoyen, l'employé, le citoyen travailleur pour sa nation, se sent-il épanoui? L'épanouissement, c'est quoi, selon vous? Lorsque je peux sortir de chez moi, me sentir en sécurité, aller aux soins, avoir des soins minimum faits, trouver de quoi manger. C'est déjà ça. Vous avez bien dit trouver de quoi manger. Justement. Mais il faut en trouver. Mais on a rempli les conditions. Lorsque aujourd'hui, on parle d'un Bénin qui a atteint le rang des pays à revenu intermédiaire, ce n'est pas dans la poche des contribuables. Mais c'est parce que le climat... C'est dans la gestion de l'État. C'est dans la gestion des finances au sommet de l'État. Voilà. Et l'aspect financier du pays a été assaini pour permettre à tout citoyen d'entreprendre et d'obtenir. Si vous ne faites rien, vous n'avez pas quelque chose. Entreprenez. Aujourd'hui, il y a plusieurs réformes qui ont été faites dans ce sens-là. On ne peut pas continuer à se remettre en cause parce qu'on n'a pas dans sa poche l'ancienne manière de faire, les sous qui circulent. Non. Non, monsieur le journaliste. Oui, mais et des libertés maintenant, qu'en dites-vous? Oui, mais je suis libre, moi. Vous avez dit. Vous aussi, vous êtes libre. Oui. Qui vous a empêché de venir ici ce matin? En tout cas, pas pour le moment. Mais il n'y en aura pas. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une bonne partie de cette population, je dirais, ou quelques-uns, pour être plus logique, qui se retrouvent de l'autre côté de Paris, se faisant passer pour, je dirais, des réfugiés politiques. Écoutez, dans ce même pays, il y a des gens qui ont participé au régime défunt, qui sont au Bénin. Mais pas tous. C'est parce que si je me reproche rien, je suis chez moi. Vous savez, moi je leur conseille plutôt de rentrer. Parce que on n'est jamais assez à l'aise sur une terre étrangère. S'ils ne se reprochent rien, si leur conscience est tranquille, s'ils pensent savoir gérer la chose publique de la manière la plus idéale possible, au point où ils ne peuvent pas se reprocher quelque chose, mais revenez. Oui, c'est facile. Parce que le Bénin a besoin de cette Suisse pour se bâtir. D'une certaine position, c'est très facile à dire. C'est très facile à exprimer, les inviter à gagner aussi facilement le territoire national, proposer de billets d'avion à certains, ils vous diront non, que ce ne sera pas fait avant 2021. Et c'est la preuve selon laquelle ils sont quelque chose à se reprocher. Bien sûr. Géraldo Weah, on va poursuivre dans cette même dynamique avant de fermer cette rubrique qui est consacrée à l'analyse des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Pour ce qui est de ce régime maintenant, les 4 ans, tout est si rose. Pour finir avec cette rubrique. Ce serait, je dis des fleurs, pour dire que c'est rose, mais ce que nous constatons,
et que l'effort est fait pour que ce qui n'est pas rose puisse le devenir. Et c'est là où le chef d'État, son discours, nous invite encore à plus d'engagement autour du PAG, pour qu'en 2021, comme il nous l'avait dit, il soit célébré. Et on espère. Ouvrons maintenant la rubrique numéro 2, c'est bien le Bénin. Patrice Talon et la politique. Vous me direz peut-être que vous avez tout dit. Ben non, je vous prouverai tout à l'heure que vous n'avez pas tout dit encore. De la politique sous le régime de la rupture. Alors, on l'évoquait tout à l'heure dans le bilan, les restrictions des libertés et autres. Mais maintenant, venons à la chose politique, à proprement parler. Nous sommes à quelques mois seulement de la présidentielle de 2021. Et le paysage politique décrypté fait état de quelques seulement 2 candidats qui se proposent à affronter le président de la République en exercice. Quelles analyses faites-vous de cette veille de la présidentielle de 2021? Ouais, vous savez, pour moi, 2021 est encore loin, même si on le voit déjà si proche. Et puis, pour vous reprendre, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 candidatures désignées ou bien annoncées. Non, pas désignées, mais annoncées. Petitement, ça s'annonce. Voilà. Pour aller aux élections avec le chef de l'État. Ce serait à la tête du Bénin, puisque c'est une élection, c'est au moins 2 candidats. Donc ce serait la célébration de notre démocratie, contrairement à ce que les gens ont toujours dit. Voilà. Je ne vous apprends rien quand je vous souffle qu'il y a quand même des conditions plus ou moins corsées, même si elles sont réglementaires reconnues par le cadre juridique béninois, enfin le cadre juridique actuel. Je veux parler du parrainage. Et pour être parrainé, il faut disposer il faut avoir le lobby qu'il faut, il faut avoir la force politique qu'il faut, puisque les maires et les députés peuvent parrainer. Et les députés, on en connaît, à forte dominante, qui sont de la mouvance. Ou qui sont de la mouvance, ou qui sont entièrement de la mouvance. Et ça laisse un peu perplexe quand on se rappelle qu'il peut avoir des candidats des forces de l'opposition. Alors, comment se feront-ils parrainer? La loi sera-t-il relue avant 2021? À quoi devons-nous nous attendre? Vous savez, sur la question du parrainage, j'ai l'habitude de dire aux gens que pour moi, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, tout est possible. En ce sens que il n'est pas exclu que le paysage politique soit encore revu avant 2021. Oui, n'empêche. Oui, c'est bien possible. Quand j'évoquais tout à l'heure, quand je me proposais cette interrogation, enfin, c'est à risque peut-être, c'est parce qu'on a eu par le passé c'est une célérité appliquée à la relecture de certains tests de la République. Je ne vous apprends rien, ce test complétif du code électoral. Donc je me dis que dans ce même cadre, qui sait? Peut-être que les députés vont se décider à le faire et les instances réglementaires vont les y autoriser à le faire et ça y est, on pourra peut-être ouvrir cette barrière quelque peu. C'est ce qui m'amenait à me poser la question. Est-ce que les tests ou est-ce que la loi sera-t-elle revue ou relue avant 2021? Vous savez, je ne peux pas me substituer au législateur béninois pour proposer, bien pour supposer, bien pour imaginer qu'il y aura des tests. Toutefois, moi, personnellement, pour ce qui me concerne à l'UP, on a un problème avec les tests. Les tests qui ont été votés, qui sont aujourd'hui d'application, s'imposent à tous. Oui. Il faut comprendre que ceux qui aujourd'hui, selon vous, sont dans l'opposition et qui voudraient être candidats contre le régime actuel, ils auraient compris très tôt les réformes qui ont été établies par l'État depuis 2016, qui sont aujourd'hui à jour. La belle preuve, lorsque les partis SCB ont compris, ils sont aujourd'hui maintenant dans la gestion des communes. Vous savez, lorsqu'une réforme s'impose à tous pour l'intérêt général, il n'est pas conseillé de faire cavalier solitaire. Il n'est pas conseillé d'aller contre la volonté politique. Il fallait à un moment donné mettre fin à ce qu'on a toujours assisté, des amis politiques qui se mettent ensemble pour gérer le pays sans être des politiciens. Oui. Nous allons faire une gestion politique, des choses politiques par les politiques. Et pour ce faire, envisager une révision des tests avant les présidentielles, bon, moi, ce n'est pas mon souhait. Non, ce n'est pas non plus mon souhait. C'est juste une hypothèse. Puisque quelqu'un veut être candidat aux élections présidentielles,
Mais qui sera pour avoir les parrainages? C'est juste une logique jurisprudentielle. C'est votre giron, vous savez de quoi je parle. Puisque on en était confronté une fois. Je me dis qu'on peut y arriver encore. Non. Il faut faire la distinction entre le cas de 2021 et le cas de 2020. Pour les communales, ce qui a été fait, la loi explicative qui a été votée, est venue régler un problème de façon définitive. Oui. C'est-à-dire quoi? Comme ce peut être le cas cette fois-ci aussi. On ne le souhaite pas forcément. Et puis 2021, il n'y a pas. Moi, je ne vois pas l'horizon 2021 ce qui peut nous obliger à réviser les tests. Je ne vois pas. Le parrainage, par exemple. Mais c'est ça, il dit que quelqu'un veut candidat maintenant qu'à s'arranger pour aller chercher les parrainages. Mais comment s'arranger si on ne dispose pas de la force? Eh bien, ils vont chercher. Et quand on se rappelle que le numéro 1 de la République a eu récemment à s'opposer à toute alliance entre les forces qui sont dites de la mouvance et autres forces, je ne vous apprends rien. Donc on se dit que la barrière est alors très rigide à ce niveau. Vous savez, nous sommes dans une réforme politique, je dirais, certaine depuis 2016. Et la vision est claire. Elle vise à faire des partis politiques des partis forts. À faire des décisions fortes. Pour que, en 2021, en 2026 et au-delà, n'ayons plus à reprendre le machinage politique, n'ayons plus à reprendre le clientélisme politique. Vous avez vu, à l'Assemblée, le règlement a été modifié. Cela s'inscrit dans la logique du système partisan qui est en cours. Et pour vous dire quoi? Que si ces partis, ou bien ces candidats potentiels qui se décident aujourd'hui à aller au présidentiel, s'ils n'ont pas cru devoir, en son temps, se mettre en rang, se faire appliquer les tests, comme on a vu tout récemment pour les démocrates, avoir un parti règlement enregistré, pas compétir tel que cela se devait, pour être dans la gestion de la cité, il ne peut pas aujourd'hui se permettre de réclamer une réunion des tests avant les élections. Ce n'est pas un droit. Et le peuple n'en demande pas. Géraldo Reyha, je continue d'imaginer. Vous me concédez cette riche imagination que je développe sur ce numéro de Dimanche Politique. Imaginons que le président Patrice Talon se décide ou non à rempiler, à se présenter pour la présidentielle de 2021, ou qu'il décide, un peu comme en Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly a été désigné et malheureusement a perdu la vie par la suite, que Patrice Talon finisse par faire le choix de son dauphin, par exemple, au cas où il se désisterait, et que toute la mouvance se réunit derrière cette candidature, peut-être unique, et que, en face, tous les candidats de l'opposition ou indépendants se retrouvent incapables de décrocher le nombre requis de parrainage. À quoi devrons-nous nous attendre dans ce cas? Vous savez, la loi actuelle prévoit le parrainage. Oui. Mais elle ne prévoit pas la forme. Elle ne prévoit pas le comment ça se fera. Il y a un silence à ce niveau. Questionnez-vous. Moi, je dis que tout reste encore ouvert. S'il arrivait que cet État ne soit plus candidat pour le second mandat, ce que je ne souhaite pas, parce que dès qu'il a commencé, il faudrait qu'il termine. Et il y a encore beaucoup de projets en cours qui nécessitent sa présence à la tête du pays. Et donc, ça c'est une parenthèse ouverte et fermée. Je crois que le cas que vous avez dit est un cas, je dirais, extrême. Extrême, comme vous avez décerné une imagination très fertile et très riche. Et je pense aussi qu'il faut attendre. Qu'il avise enfin. Bon, le mot aviser. Enfin, je le tiens du président de la République. Bien sûr. C'est un mot qui a fait couler d'encre, hein, ça, il faut le reconnaître. Aviser, c'est pas dans ce sens. Puisqu'il a déjà avisé. Ah oui? Il a déjà avisé. Le président a avisé. Il faut voir sa lecture. Il faut voir sa gestion pour voir qu'il a avisé. Le mot aviser. Dites-le nom. Vous savez, je ne le dis pas, mais je le réclame. D'accord. Je le réclame. On ne peut pas avoir entamé une si grande réforme pour un pays qui tend vers une nation désormais. Un pays qui désormais fonctionne sur la base des tests, qui s'impose à tous, où le citoyen ordinaire, n'ayant personne en haut, peut compétir à un examen et réussir, où le citoyen peut sortir, se voir dans une cité sécurisée, comme je l'ai dit plus haut,
et abandonné en cours de chemin. Donc tous les citoyens béninois sont unanimes. Enfin, une bonne partie des citoyens béninois se retrouvent aussi, épousent votre lecture relative à l'unanimité des prouesses, des prouesses du chef de l'État en 4 ans. Bien sûr. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. On est d'accord que que le chef de l'État a sorti une partie de Cotonou, de Bas-Fond et autres, et que aujourd'hui, même l'enfant, du citoyen, du cultivateur de Zado Mangon peut postuler à un examen ou à un concours, je veux dire, et réussir sans avoir à payer des pots de main. Je suis d'accord. Mais maintenant, est-ce tout? Est-ce aussi suffisant? Ou est-ce assez? Pour qu'ils reviennent? Oui. Parce que, vous savez, toute réforme entamée doit être terminée. Je vais vous donner un exemple. Dans le PAG 2016-2021, il y a prévu des grands travaux. Oui. Notamment l'aéroport de Côte d'Ivoire. C'est un projet phare. Voilà. Aujourd'hui, on est à 27 projets phares réalisés pratiquement, qui sont déjà sur des terres, surtout en termes d'infrastructures. Il reste encore pratiquement, disons, 19-20 projets phares réalisés. Je ne peux pas être l'initiateur d'un projet. Et tel que je vois ce régime faire, préparer minutieusement l'exécution, et contraint par le temps, un temps qui n'est pas encore à titre concessionnel, puisque le mandat de 5 ans est ce qui est encore en vigueur au Bénin, et que les mêmes tests permettent encore de renouveler le mandat, je ne peux pas me voir dans ces conditions dont les tests me permettent de me faire réélire, et volontairement décider au détriment de l'intérêt général qui me réclame de me mettre en arrière. Nous sommes liés par le chef de l'État, et c'est la nation qui nous lie. Il nous a fait rêver. Il le fait encore. C'est vrai que les citoyens béninois, toutes les couches confondues, n'ont pas attendu 2021 ou l'avant-veille de 2021 pour commencer à susciter la candidature du chef de l'État. On attend jusque-là la réponse du chef de l'État à cette sollicitation, à cette manifestation, à cette volonté du bas peuple de le voir encore à la Marina au-delà de 2021. Et oui, et je pense que le chef d'État sans doute va répondre oui, parce que c'est un appel à apprécier à 2 niveaux. Au premier niveau, je prends le peuple comme étant la base légitime qu'il a placée au soir de 2016 à la tête du chef de notre État. Et ce peuple, étant maire de la souveraineté, le réclame. Et il est lié depuis 2016 à ce peuple. Le peuple lui a demandé, on ne voit pas une mère demander à son fils de venir à la maison et de rester pour qu'il refuse. Le second volet, c'est le chef de l'État lui-même qui, aujourd'hui, est le père de la nation. Le peuple ne peut non plus le contraindre. Oui, mais ce n'est pas une contrainte, en fait. C'est une demande. Et là, c'est le peuple qui est compté comme étant base, étant souverain, étant mère de la nation. Mère comme mère d'un enfant qui a mis au monde le chef de l'État. Qu'il a mis là le monde dans lequel c'est la gouvernance, c'est le président. C'est vrai que c'est le peuple qui l'a fait président. Bien sûr. Et c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est le chef d'État lui-même qui étant aujourd'hui président, père de la nation, qui nous prend, nous les citoyens, comme étant ses fils. Et donc des fils qui appellent leur père à rester avec eux pendant encore 5 ans. Je ne vois pas pourquoi ils se dérogeraient à ça. Du moment où les tests le permettent. Et donc, même les sorties qui se font pour demander sa candidature ne sont même pas nécessaires. Ça s'impose à lui. Je suis désolé. Oui, on l'a connu par le passé, Géraldo Rioja, sous d'autres régimes. On sait qu'il y avait, on se rappelle qu'il y avait une forte machine de mobilisation, de suscitation de candidatures à longueur de week-end sur presque toutes les chaînes du pays. Est-ce ce vent qui revient ou c'est vraiment une volonté franche du peuple qui s'exprime? Je crois que c'est une volonté du peuple parce que vous savez, le vent des remerciements et des invitations à être candidat et tout a cessé depuis 2016. Et c'est là où encore le régime a félicité. Et les messes, les remerciements et autres. Tout a cessé. Et vous savez, ce que vous voyez comme demande de candidature chef de l'État qui se fait partout, c'est parce que les résultats des réformes sont tellement visibles et pertinentes qu'on ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut que nous rêvions pour l'avenir. Oui. Et s'il peut nous aider à rêver encore 5 ans, pour qu'à sa suite, nous prenions la relève et continuer dans cette logique, c'est tout ce que nous souhaitons.
On ne veut pas être très tôt orphelin d'un père qui nous a montré le chemin du développement, le chemin de la construction d'une nation forte et responsable. Aujourd'hui, le Bénin est inscrit dans les grandes nations. Oui. Oui, quand on se rappelle aussi la logique politique qui sous-tend cette volonté qu'expriment les différentes couches de la société, on est quelque peu dubitatif, on réfléchit par deux fois, parce qu'on se dit, n'y a-t-il peut-être pas une main obscure, n'y a-t-il peut-être pas un proche ou lointain du régime qui, bénéficiant des prérogatives, des avantages du moment, ne voudra pas que la configuration au sommet de l'État soit modifiée? Vous aurez raison de moi si ces mouvements de sortie qui se font étaient faits par les partis du régime. Mais vous n'allez pas voir les BR ni UP faire une sortie demandant la élection du chef d'État aujourd'hui, puisque les résultats même s'imposent déjà à nous-mêmes. Ah oui. Ces mouvements parallèles, je les mets sur les dos de ceux qui ont compris que l'homme est celui qu'il fallait en 2016 et que maintenant il faut qu'il s'ajoute à ceux qui sont avec lui pour qu'ils soient encore là en 2021. Moi, c'est ma lecture. Puisque à l'UP, et je suis sûr que c'est aussi le cas au niveau des partis de la mouvance qui reste, le bilan s'impose. Et quand le bilan parle de lui-même, il n'y a plus de débat. Le bilan s'impose, même si à 1 an de la fin du mandat, on n'a pas abordé forcément, on n'a pas enclenché tous les grands projets de ce formidable programme d'action du gouvernement lancé en grande pompe avec galanterie et féerie, vous vous rappelez, ce 16 décembre 2016. On n'en est pas encore aux 45 projets phares. C'est pour ça qu'il doit revenir pour continuer. Même si cela n'était pas inscrit au menu du lancement de ce PAG. Géraldo Ouéha, cette émission, ce numéro de Dimanche Politique s'en va finir, mais pas avant la dernière rubrique. La dernière rubrique qui nous permet de remonter à un peu plus tôt cette semaine pour nous intéresser à ce qui convient d'être appelé le plus grand ensemble politique de l'opposition. Ils se veulent, ses membres justement, les démocrates. Oui, vous savez, j'ai accueilli la naissance avec beaucoup de plaisir, parce que cela y va de l'intérêt de la démocratie béninoise. Et tout mon souhait est qu'ils puissent jouer le rôle qui est le leur dans la nation, c'est-à-dire être un parti d'opposition constructif. Tout ce que je regrette, c'est que, vous voyez, on prend du vieux pour en faire du neuf. Qu'est-ce à dire? Quand vous prenez les teneurs, pas des ténors de ce parti, de titre des démocrates, vous ne verrez pas de nouvelles têtes. Éric Oundété, Thomas Boniaï, puisque vous hissez déjà l'honorable Éric Oundété au rang des anciens à mettre au garage, mais il est trop jeune pour être... Écoutez, la jeunesse, rangée au placard de l'oubli. La jeunesse politique d'aujourd'hui s'inscrit dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Mais la jeunesse est aussi dans la tête. Bien sûr, on ne refuse pas. Je n'ai jamais oublié cette belle phrase du président Émile Derlin-Zissou qui dit qu'il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 20 ans. Bien sûr. Je ne discute pas avec vous. Les deux mises ensemble, il faut quand même remarquer qu'on a vu c'est le ténor du Parti démocrate dans le passé plus ancien et plus récent. On les a vus aux affaires avec Eriko, on a vu aux affaires avec Yahi, on a vu les résultats. Moi, j'aurais souhaité que d'abord ce parti soit créé plus tôt pour nous permettre d'aller avec eux aux différentes élections passées et évaluer leur rendement. Mais les leaders, les tenants ont bien justifié ce qui explique ce moment, le choix de cette période. Ils ont pris le temps de toiletter leur dossier, de se préparer pour ne plus être confrontés aux erreurs mineures ou majeures. Et c'est erreurs qu'ils reconnaissent eux-mêmes parce que c'est des réformes qui ont pris corps depuis 2016 et la vision était là, la vision a été dévoilée, donc il fallait juste se mettre dans les rangs, se faire appliquer les tests et compétir. Ce qu'ils n'ont pas pu devoir faire. Ils ont été, je dirais, à un moment donné, en conflit avec la gouvernance actuelle. Ce qui n'est pas souvent bon pour une démocratie qui se veut être bonne. Ce n'est pas bon pour le développement d'un pays. Au-delà, comme je le disais, moi j'aurais aimé qu'au niveau des démocrates aujourd'hui,
qu'il y ait du sang neuf, qui fasse confiance à la jeunesse. Mais qu'appelez-vous du sang neuf? Mais écoutez, la politique, c'est d'abord une idéologie. Vous ne pouvez pas me dire que M. Eric Koundété, l'honorable que je répète beaucoup ici, peut avoir une idéologie de 2006, 2011, 2016 à 2020. Je ne crois pas. Mais le sang neuf dont on parle, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Le sang neuf, ce n'est pas la posture. Le sang neuf, ce n'est pas le physique. Non, c'est ça que je dis. Le sang neuf, c'est... L'idéologie développée par ces messieurs. D'accord? Il a été... C'est membre du Parti démocrate. Il a été exposé pendant près de 20 ans. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont revenues sous d'autres régimes. Oui, mais ici aujourd'hui, ce n'est plus G13. Ici, on parle des démocrates. C'est du neuf en somme. On a vu G13, on a vu UBF, on a vu RP, on a vu FCBE et tout. Alors, prenez aujourd'hui la composition des démocrates. Qui vous voyez, qui peut, je dirais encore, nous dire qu'il y a une autre vision, parce qu'il a démontré pour le pays qu'on connaît déjà. Non, mais ils n'ont jamais été au plus haut niveau de l'État. Ils n'ont jamais. Eric Koundété n'a jamais conduit la nation. Non, mais écoutez, il a été au législatif. Alors. Et là, c'est un contre-pouvoir important. Et on peut gérer le pays par l'Assemblée. Il a fait la preuve. On sait quel député il a été. Enfin, pour ne prendre que cet exemple, je veux dire. Donc, ça vous dit qu'il y a quand même de la matière dans l'opposition. La matière, je n'en défends même pas, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus de sang neuf. Qu'on ne me ramène pas toujours les mêmes personnes. Oui, vous voulez que l'opposition, enfin, que l'opposition fasse confiance à la jeunesse. Que l'expérience se range pour hisser peut-être les jeunes de 20-25 ans. Mais que feront-ils? L'expérience s'acquiert au cours de la pratique. Au cours de la pratique, aux côtés des aînés. Et si pendant ce temps, depuis 20 ans, on n'a pas pu préparer la relève, et que c'est encore eux qui doivent être encore devant, un parti politique en 2020 et 2021. Oui, mais Gérald Oreja, suffit-il simplement de prendre part à une ou deux mandatures pour devenir vieux? Non, mais il a fait plus que de mandatures. Et ce n'est pas lui seul. Tout ce que je dis, en fait, on a vu les discours passer. On connaît leurs discours déjà. Sauf si d'ici demain, après 2000, oui, mais vous n'avez pas suivi le discours démocrate. Donc on attend d'en apprendre, de les suivre. Vous savez, entre le contenu et le contenu, il n'y a pas souvent une grande différence. Le monsieur qui a parlé parlera. Les mots peuvent changer, mais l'idée reste. Oui. Quand on fait de la gestion, vous allez voir sûrement revenir en lui l'ancien démon. Oui, mais je pense quand même qu'il faut prendre le temps de suivre. Oui, vous savez, moi, je ne cet suis ensemble pas... politique. Voilà, il faut voir s'ils vont, si ces membres vont verser encore dans les mêmes erreurs par le passé, du passé. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'exprimer. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes contents. Parce que c'est déjà qu'il soit créé enfin. C'est déjà un bon signe, un très bon signal pour la démocratie béninoise. Bien sûr, je vais dire des plus hauts. Que c'est déjà heureux pour la démocratie béninoise qu'un parti du genre soit le jour. Avec les FCBE, ils formeront l'opposition. Et maintenant, il nous reste à voir si ce sera pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt national, que pour l'intérêt d'un clan. Voilà. Et c'est le temps qui nous... Et les débats qui se feront bientôt sûrement donner raison, vous allez voir. Alors, je me refuse en tout cas de tirer des conclusions. J'attends de voir l'expression de la démocratie des démocrates. Gérald Oreja, c'est terminé pour ce numéro de Dimanche Politique. Votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est d'inviter les concitoyens béninois de l'extérieur ou de l'intérieur à accompagner ce régime. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, il y a une volonté manifeste d'élever le pays à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et ne cachons pas le progrès qui a commencé. Merci beaucoup et voilà. À très bientôt. Merci, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Gérald Oreja, on espère vous retrouver pour d'autres lectures de l'actualité sociopolitique les jours à venir sur Eden Télévision. Merci, auditeurs de la 102.3, puisque cette émission est synchronisée sur la radiodiffusion Diaspora FM, la chaîne sœur de Eden TV. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine. À dimanche.